Ni l'un ni l'autre. Merci de me donner l'opportunité. À l'entame de mes propos, je salue d'abord les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, qui est vraiment une chaîne de référence qui donne la parole à tout le monde et qui permet aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je suis là en tant que membre fondateur chargé des questions de communication du front, comme vous l'avez dit, uni contre ce référendum. Donc c'est à ce titre que je suis là et vous avez posé la question, je suis perdu, est-ce que... Non. C'est un repli stratégique? C'est pas un repli stratégique, je pense tout simplement il faut mieux analyser, mieux comprendre et souvent aussi être dans l'action qui n'est pas communicationnelle. Souvent il faut faire un travail de terrain, contacter, voir, écouter, partager et qui n'est pas forcément un travail public ou en tout cas de communication, mais j'avoue que... Vous travaillez dans l'ombre, vous avez beaucoup travaillé. Nous continuons à travailler parce que être politique, c'est pas un travail facile, c'est comme un enseignant, c'est du sacerdoce. Donc si vous pensez être vraiment jouer un rôle public ou en tout cas vouloir, je pense qu'il faut intégrer toutes les approches. Et nous avons beaucoup écouté, nous sommes allés vers des gens qui ne partagent pas forcément notre démarche, et pour comprendre le pourquoi et essayer d'harmoniser tout ça et qui explique aujourd'hui ce nouveau front. Ok, mais est-ce que ceux qui disent aux détracteurs qui peuvent penser que ça, Kaoudiem peut-être a déposé les armes, qu'il a cessé de lutter, qu'est-ce que vous leur répondez ce soir? Oui, mais tout ça c'est parce que ça fait peur. Ça fait peur. Donc tous les coups sont bons pour donner l'impression que voilà, il dépose les armes, il veut fuir, il veut faire ceci, cela. Non, vous savez. Aujourd'hui, on est dans un système où il faut être plus rusé que vos détracteurs. Sinon, ils vont vous abattre. Donc, nous avons tiré les leçons de nos épreuves parce que dans la vie, les épreuves politiques sont en réalité des tremplins pour avancer parce que ça vous permet de gagner non seulement en lucidité, en maturité, mais aussi en expérience, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en position de force. D'accord. Issa Kaoudjima, le nouveau front uni contre le référendum constitutionnel, qu'est-ce que vous allez dire aux téléspectateurs ce soir? Est-ce que vous allez boycotter le référendum constitutionnel ou bien vous allez au référendum, mais vous allez voter boycotter, non? Ça, c'est toujours une faute. Il faut toujours être présent. Maintenant, pas de la manière qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous mettre dans le terrain de leur choix, parce que nous n'allons pas rentrer dans le terrain de la dictature, voilà, et qui vient même d'être mis sur place. Pour nous, ce qui est important, c'est de défendre nos convictions, notre démarche. Notre démarche est d'abord démocratique et républicaine. Et tout simplement, ce qui est important aujourd'hui, comment faire partager avec l'opinion nationale, internationale et avec nos concitoyens, parce qu'il ne s'agit pas forcément à ce que nous allons dire aujourd'hui soit accepté, mais de prendre langue et prendre date aussi avec l'histoire, et que demain, et que le peuple, parce que comme on le dit, on peut tromper le peuple pendant un moment, mais on ne peut pas tromper le peuple pendant tout le temps. Je pense que cette transition vient de montrer ses limites. Ok, Issa Kaoudjima, les téléspectateurs qui nous regardent ce soir, est-ce qu'on peut savoir vos arguments? Pourquoi vous avez décidé, vous et votre front uni contre le référendum, pourquoi vous décidez de voter non contre... Non, on ne vote pas non. Nous avons une troisième voie. C'est ce que j'ai dit, on n'est pas dans leur wagon. Voter oui ou non, ça veut dire qu'on a validé le processus. Et pour rappel, nous avons fait des démarches bien avant la vulgarisation, depuis qu'ils étaient dans la logique de finalisation, depuis qu'ils avaient entrepris la démarche. Nous avons alerté, nous avons posé même des actes. Oui. Nous avons attaqué à travers des partis politiques comme CODEM, comme ACRT, comme parti de Daba Diawara et d'autres personnalités avec les magistrats et leurs syndicats. Nous avons attaqué ce décret devant la Cour constitutionnelle et Cour suprême pour votre information. Ça, c'était d'abord un travail de droit. Maintenant, le travail politique qui a repris maintenant le relais. Le travail politique aujourd'hui consiste, maintenant, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le référendum parce qu'il y a des contenus qui ne les conviennent pas. D'autres ont compris que le déroulé a montré que des ordonnances qui violent le travail même du CNT. D'autres ont vu que dans le déroulé, l'administration territoriale sort de son rôle. D'autres ont compris aujourd'hui que
Et plus que jamais, ce oui et non ne fait que diviser les Maliens, alors qu'au même moment, les Maliens sont butés à des problèmes d'insécurité, à des problèmes de délestage sauvage, de coupure de courant, comme on le dit. Et puis, il y a d'autres Maliens qui ont des problèmes de l'employabilité des jeunes, le problème du monde paysan, les ordures de Bamako, et qu'on prend l'argent public pour aller vraiment donner à des artisaneriens contre eux, et pour qu'on donne l'impression que le peuple soutient un projet qui en réalité est un projet mort-né parce que ça n'ira nulle part. Oui, Issa Koudjim. Donc maintenant, quelle est votre approche pour que le peuple puisse comprendre? Donc vous n'êtes ni dans le oui, ni dans le non. Vous êtes contre. Nous sommes dans une troisième voie qui est de nous mobiliser. Et pour votre information, nous avons créé ce front hier. Ce n'est pas parce que nous sommes nouveaux. Il y avait l'appel du 20 février, vous le savez. Il y avait d'autres partis, pour ne pas omettre d'autres, il y avait le Parena qui avait fait des communiqués par rapport à ça. Il y a la Sénat Faso RR qui nous vient de fermer un point de presse. Il y a aussi le Premier ministre qui a demandé le rejet Modibo Sidibé avec l'intendance de M5. Et puis il y a aussi le parti du général Senko. Il y a beaucoup des associations politiques qui ont rejeté parce qu'avec des arguments politiques. Et donc nous avons dit maintenant il faut fédérer toutes ces entités parce que nous avons tous compris qu'aujourd'hui ce n'est pas opportun ni dans le fond ni dans la forme et le contenu aussi en train de diviser même les religieux. Donc nous avons dit que bon, nous sommes des entités de l'appel du 20 février, il y a d'autres partis politiques, il y a d'autres associations. C'est pour cela hier nous avons décidé alors de fédérer et pour que d'ici le dimanche, des actions que nous allons entreprendre, il y avait qui était prévu pour votre information, qui était prévu ce 14 mercredi à la Maison des Aînés pour faire une conférence de presse et les activités qu'on allait faire de l'annoncer à l'opinion publique. Et je sais que le pouvoir a eu écho de ça. Alors ils ont interdit cette conférence de presse parce qu'on avait réservé la salle, on avait des charges et je vais vous dire qu'il y a 18h20, le directeur de Maison des Aînés a rejeté, c'est-à-dire qu'il nous a remis notre argent pour dire qu'il a eu instruction de ne plus accepter que cette conférence de presse du Front Uni contre ce référendum ait lieu. Mais ça c'était à 18h. Nous on a payé l'argent depuis vers 14h. À 14h, l'accord de principe était acquis, tout est acquis, donc pour mercredi, ça les réservé. Parce que si vous informez les médias, vous expliquez le lieu où ça va se tenir. Donc nous sommes des responsables, nous sommes des partis politiques, nous sommes des personnalités, donc nous sommes des Maliens. Et nous avons, dans un pays où on parle de liberté d'expression, c'était donner notre position par rapport à ce processus qu'on n'est pas d'accord et de donner notre position et notre argumentaire politique. Et donc l'État a décidé, à travers le directeur de Maison des Aînés, qu'il a eu instruction de ne pas accepter que cette conférence ait lieu à son enceinte. Donc pour nous, vraiment, on regrette d'annoncer à l'opinion nationale et internationale le véritable... Vraiment... Vous le regrettez. Pour vous, quel message nous laissons l'opinion. Message politique. Nous allons faire une réunion pour apprécier demain. Mais d'ici là, je pense aujourd'hui, nous laissons les Maliens apprécier. Si on peut prendre l'argent public pour donner à certains, aller au stade du 26 mars pour aller dire oui avec l'État, le Premier ministre, le président des institutions, le ministre de l'administration qui doit être l'arbitre au nom de l'État, et tous ceux-ci ont allé avec l'argent du contribuable pour aller dire oui, alors et qu'au même moment d'autres Maliens qui estiment que c'est pas bon sont empêchés de tenir simple conférence de presse, je pense que les Maliens doivent apprécier alors quelle est vraiment la véritable destination de cette transition. Oui, vous avez choisi la Maison des Aînés, donc on peut dire qu'au niveau du front, vous avez une ambition modeste parce que le front du oui a tenté de remplir le stade du 26 mars. Donc, là, on peut dire que l'ambition est plus grande. Non, nous, on avait... La Maison des Aînés qu'on vous refuse pour l'instant, mais le camp du oui décide de faire démonstration de force. Je ne vais pas vous dévoiler un secret. Ce n'est pas une démonstration de force, c'était pour gaspiller l'argent public. Ça a été un fiasco, ça c'est pas ce qui m'intéresse. Bamako est rempli aujourd'hui d'ordures. Il n'y a pas eu une mobilisation pour que Bamako soit propre. C'est la santé publique. Aujourd'hui, l'insécurité, aujourd'hui est devenue vraiment le quotidien des Maliens, sans compter le grand banditisme.
et sans compter le problème de l'employabilité des jeunes, sans compter le problème du monde paysan, sans compter le problème des investissements et tous ces problèmes cumulés, est-ce qu'aujourd'hui, il est bon qu'on prenne l'argent public pour aller donner à d'autres Maliens, tout simplement pour donner l'impression que le peuple est avec eux. Si le peuple est avec eux, on doit laisser le peuple spontanément, en tout cas d'une façon organisée, que les camps des Maliens qui sont d'accord s'organisent pour appeler les gens à voter pour le référendum. Ceux qui ne sont pas d'accord, qu'ils le disent d'une façon démocratique. Nous qui estimons que c'est illégal et illégitime, que nous aussi nous le disons, et que l'arbitrage doit être le peuple souverain. Mais malheureusement, c'est le dernier public qui est utilisé à ses propagandes politiques, et au même moment, nous nous sommes pourchassés. Et donc, aujourd'hui, c'est grave. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est inacceptable. Oui. Est-ce que vous allez abandonner la lutte? Non, abandonner. Parce que vous le dites que vous êtes persécuté. Pour quelle raison? Vous êtes, on essaye de vous abattre, c'est vous qui le dites. Est-ce que vous allez... Mais ça ne fait que nous requinquer, parce que nous avons la conviction, si on vous pourchasse, si on empêche une conférence de presse qui était prélude à une grande manifestation qu'on avait prévue, que je ne vais pas dévoiler, mais qu'on allait en tout cas donner cette information à la presse, ce que nous avons envisagé de faire. Je sais qu'ils ont eu écho de ça. Alors pour tout simplement étouffer, comme vous avez vu, quand on a voulu créer l'appel du 20 février, on a été caillassé. Et cette fois-ci, ils disent que bon, vous n'allez même pas faire cette conférence de presse. Et donc aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui... Donc pour vous, les libertés sont en danger? Non, ce n'est pas la liberté seulement qui a, c'est la République qui est en danger. Parce que sans la démocratie, sans la République, mais où allons-nous? Où allons-nous? Parce que le minimum que le citoyen peut avoir, c'est cette liberté de conscience. Le minimum que peuvent avoir les hommes politiques, c'est cette liberté de donner leur opinion. Le minimum que le citoyen peut attendre de son État, c'est vraiment son rôle régalien et d'être là pour tout le peuple malien. Et aujourd'hui, les autorités de transition se sont transformées véritablement en un parti au pouvoir, avec ses affidés et tous ceux qui sont là à faire l'alimentaire autour d'eux, tout simplement parce qu'il n'y a pas de conviction. Il n'y a aucune conviction. Et sinon, est-ce qu'on a besoin d'empêcher des gens qui vous estimez, qui ne représentent que eux-mêmes, qui ne sont que l'ombre de eux-mêmes, de les empêcher d'aller donner leur point de vue? Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est la démocratie, c'est la République qui est en danger. Parce que le véritable problème, comme je l'ai dit, n'est pas évoqué. D'accord. Issa Kaoudim, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que vous, au niveau du front, peut-être les gens du non, est-ce que vous avez l'impression... Nous ne sommes pas les gens du non. Non, il y a d'autres... Non, vous êtes le refus, d'autres vont nous dire sommes non. contre le référendum. Vous êtes contre le référendum. C'est extrêmement important. Ok. Non, j'ai dit vous, mais il y a d'autres qui vont voter non. Donc j'ai dit, par exemple, vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que ceux qui sont contre, aujourd'hui... Ceux qui sont contre ont argumenté. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils arrivent à mobiliser et que l'opinion arrive aujourd'hui à suivre? La question n'est pas de mobiliser. Oui. La question, c'est tout simplement de créer les conditions d'avoir des institutions crédibles, démocratiques, qui est fait pour le peuple malien. A priori, une constitution n'est pas contre X ou pour Y. Une constitution a vocation à rendre le pays plus gouvernable dans des conditions vraiment améliorées. Donc si aujourd'hui on impose, on passe par la force, ça veut dire que l'objectif qui est derrière ça, nous le savons tous. Nous le savons tous. Non, on ne le sait pas. Non, moi je bois du lait. L'objectif qui est derrière, je vais le dire par anticipation. Oui, allez-y. Et si je l'ai dit ici, que MINUSMA n'ira nulle part, elle est restée. Et je vais vous dire, tout ce qui est en train de se faire, c'est de créer les conditions pour que le président de transition soit candidat aux élections présidentielles et qui va créer une sorte de jurisprudence qui est inacceptable pour la démocratie et la République. Sinon, pourquoi tous ces problèmes? Aujourd'hui, la constitution, qu'elle soit votée oui ou non, ça ne changera rien au problème malien, parce qu'on a dit que la crise est multidimensionnelle. Le Mali n'a jamais eu un problème de constitution qui a fait partie des régimes. C'est la gouvernance, la mauvaise gouvernance qui a fait partie des régimes. Vous prenez le régime de Modibo Keïta, il est parti, ce n'était pas un problème de constitution. Le problème de Moussa Traoré, c'était l'ouverture démocratique qui avait été demandée. Il s'est accroché et il y a eu insurrection, il est parti. Et pendant les 30 ans qu'on reproche au mouvement démocratique, il y a des acquis, il y a des insuffisances, il y a eu des erreurs, voire des fautes, ce n'est pas la constitution qui est remise en cause. Ce qui est remis en cause, c'est la gouvernance.
Et cette fois-ci, on est en train d'occulter la gouvernance. Aujourd'hui, est-ce que les Maliens mangent à leur faim? Est-ce que les Maliens sont sécurisés? Est-ce que les Maliens, les jeunes ont de l'emploi? Est-ce que Bamako est propre? Est-ce que le Mali est propre? Est-ce que les Maliens ont de l'eau, de l'électricité? Est-ce que les jeunes vont à l'école? Ces questions-là sont occultées. C'est comme si les gens, si dimanche, ils vont dire oui, c'est comme si c'est par coup de baguette magique, le Mali va avoir tout ça. Non, ça ne va rien résoudre. Et donc, du coup, je pense qu'il ne faut pas faire une fuite en avant. Ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir, comme j'ai l'habitude de le dire, les sages ont la capacité d'éviter les problèmes. Les hommes intelligents se mettent ensemble pour résoudre les problèmes. Le problème malien, ce n'est pas le oui, le non. Le problème malien, c'est aujourd'hui comment vraiment prendre du recul à tout ça, aller à l'essentiel. L'essentiel, aujourd'hui, le Mali a besoin de rester indivisible. L'essentiel aujourd'hui, c'est comment trouver vraiment un accord crédible avec nos frères de mouvements qui ont pris des armes. Oui. Et l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est comment créer les conditions de retour à l'ordre constitutionnel et que les militaires retournent aux casernes. Mais ils n'ont pas l'intention de retourner aux casernes. C'est ça le problème. Oui. Issa Kaoudim, est-ce que c'est un front? C'est un front uni contre le référendum. Front uni contre le référendum, je précise. Est-ce que ça va ressembler un peu, on a connu un front comme ça, Ante Abana en 2017, qui était un front qui avait dit non à la révision constitutionnelle. Bon, vous savez, c'est différent. Vous savez, le régime démocratique a beaucoup de difficultés parce qu'il doit intégrer le fait démocratique. Tous les régimes qui ont eu des difficultés, ils n'avaient pas demandé le changement de la République. Ils voulaient faire des réformes, n'est-ce pas? Et donc ont été contestés parce que les arguments qui ont été tenus, c'est les mêmes arguments qui existent. On avait parlé que pour changer la constitution, il faut que le Mali soit totalement sur l'ensemble de son territoire. Oui. Tel n'est pas le cas. L'article 118. N'est-ce pas? Oui. Et donc aujourd'hui, si on fait même cette comme on dit, changement de constitution qui en réalité n'est que ce que nous on ne peut pas dire pour ne pas aller en prison, mais en réalité, est-ce que le Mali aujourd'hui est sur l'ensemble du territoire? Non, on a vu le Premier ministre qui n'a même pas pu aller là où lui-même il vient. Et nous savons qu'il y a des endroits que le Mali n'existe pas. Alors, ces endroits-là, comment nous allons gérer? Il y a une question aussi qui est taboue, que les autorités ne nous disent pas la vérité. Est-ce que dimanche, on va voter à Kidal? Vous posez la question? Mais je pose la question à vous. Vous posez la question? Oui. Mais je n'organise pas de référendum. Demandez à notre frère et ami, je répète 3 fois, si réellement il peut répéter 3 fois que dimanche il y aura élection à Kidal. Voilà, parce que ça aussi, il faut qu'on informe les Maliens. C'est pour ça que j'ai dit que... s'il n'y a pas élection à Kidal, quel enseignement, quelle leçon politique il faut tirer? Le malien est là pour apprécier. Cette question me dépasse à moi seul. Nous voulons que le Mali reste indivisible. Alors, s'il n'y a pas vote à Kidal... Il y a Gao aussi, les organisations de la société civile au niveau de Gao qui menacent de boycotter le référendum constitutionnel s'ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, et puis ils parlent aussi de l'insécurité à Gao. Mais, raison de plus, est-ce que c'est au moment précis, on doit prendre l'argent public pour aller dilapider, excusez-moi l'expression, à un semblant de meeting? Parce que moi j'ai dit ici, les gens qui n'ont pas pu remplir le palais de la culture, qui n'ont pas pu remplir, comment on appelle ça, la maison, le palais de sport. Alors ils ont changé de Mao, pensant que les nouveaux arrivés pouvaient faire, et ça a été un fiasco, et même ils l'ont reconnu. Maintenant ils veulent insister qu'ils veulent ressortir encore, montrer coûte que coûte qu'ils veulent remplir le stade. Au lieu de coûte que coûte remplir le stade, il faut remplir d'abord la confiance entre le citoyen et l'État. Oui, mais Issa Kaoudim, est-ce qu'il n'y a pas un grand paradoxe? Parce qu'on a comme l'impression qu'ils sont nombreux, ces Maliens, qui peut-être approuvent cette gouvernance, qui dit, ces Maliens qui disent oui à cette gouvernance, et ces Maliens sont prêts à voter oui. Est-ce que, pour vous, comment vous comprenez ça? Vous êtes un homme averti. 80% des Maliens ne savent pas c'est quoi la Constitution. Et ceux qui le savent, 10% sont tout simplement au service de l'État. Et les 10 autres, 5 sont des alimentaires. Les 5 autres... Quand vous dites des alimentaires, non, mais les alimentaires, c'est quoi? Sont ces S'il n'y a pas de conviction. Oui. Il y a des gens qui cherchent... Quelqu'un qui dit qu'il est démocrate, qu'il est républicain, ne peut pas soutenir ce projet. Et les 5 autres sont là tout simplement parce que ils ont eu une gestion à un moment donné dans les affaires de l'État, on les tient.
Avec ça. Donc avec ça, donc, ils sont obligés de faire allégeance. Mais les autres 80% ne savent pas cette constitution. Donc maintenant, pour les manipuler, on dit voter, c'est comme si vous soutenez le président de transition. Mais une constitution n'est pas là pour le président de transition ou contre un opposant. Une constitution est là pour le peuple à durée indéterminée. Et donc si c'est ça, ça doit être vraiment l'intelligence de tous les Maliens et pour que le Mali avance. Pas que opposer les uns aux autres. Donc pour nous, vraiment, c'est pas un combat qui, contrairement à ce que les gens pensent, il y a ce qu'on appelle une lutte qui est ciblée. Mais notre combat, c'est un combat de principe. Nous ne sommes pas contre X, Y. Nous avons estimé aujourd'hui que notre salut, c'est la démocratie, c'est la République. Et le rôle de militaire, c'est d'aller au front, c'est d'aller aux casernes et de créer les conditions pour qu'il y ait retour à l'ordre constitutionnel. Mais tout ce que vous voyez, je vous dis, je bois du lait, la finalité, c'est de donner la possibilité au président de transition d'être candidat aux élections. Et c'est ça, tout ce que vous voyez. Donc pour vous, tout ça, cette nouvelle constitution, si je vous résume, pour vous, c'est préparer l'opinion à une probable candidature. Ce n'est pas une probable, c'est quasi certitude. Pour vous? Non, mais écoutez, il y a des logiques. Parce que la rationalité, peut-être mathématique, peut être pour les ingénieurs, mais en politique, non. Quels sont les signaux? Les signaux sont là. Un président de transition est là pour tous les Maliens. Il met tous les Maliens ensemble pour une solution globale. Le problème du Mali, il est là, on appelle tout le monde. Tout le monde apporte sa contribution et on fait une meilleure synthèse pour aller à l'essentiel. Et je vais vous dire, depuis qu'on est là, le président de transition n'a dit à personne qu'il n'est pas candidat. Je ne vais pas citer d'autres pays voisins. Parce que ne rien dire, c'est une manière de parler. Sinon, si réellement la constitution est pour les Maliens, pour le bonheur des Maliens, de tous les Maliens, ça doit être consensuel. Et ça doit être vraiment l'émanation de toutes les intelligences. Fédérer cette synergie pour améliorer. Mais si aujourd'hui on impose, sachant bien que la constitution qui est en vigueur les interdit, eux, d'être candidats. La charte les interdit d'être candidats. Si on amène cette nouvelle constitution, de facto, c'est fini. Et donc, qui peut l'empêcher d'être candidat? Puisqu'il a la réalité du pouvoir, il a les moyens de l'État, il a mis tous ses gouverneurs militaires, il a tous ses ministres, il a tous ses affiliés avec lui, ils ont les moyens de l'État, ils ont fait croire à tous les Maliens que tous les Maliens sont avec lui. Donc finalement, nous les opposants qui essaient de résister, on n'a que trois choix. Soit on va nous imposer la terreur, ou on va nous amener en prison, ou on va nous pousser à fuir. L'exil. Mais c'est ça. C'est quand vous avez... Mais c'est la fuite, parce que l'exil, quand c'est volontaire, c'est une manière de partir librement. Mais c'est donc vous avez trois choix, vous avez entre la prison... de fuir. C'est la fuite, hein. Voilà. Mais maintenant, vous, au niveau de l'opposition, est-ce quelle stratégie peut-être? Parce que vous voyez déjà, pour vous, le scénario possible, le scénario que vous êtes en train de voir venir. Quelle disposition, quelle stratégie? Ou bien vous allez regarder... Non, nous ne serons jamais là à regarder bras croisés et ne pas agir. Le Mali ne les appartient pas. Vous savez, Mandela a fait la prison, il a été déporté, mais pourtant, après, il est revenu aux affaires. Peut-être que, comparaison n'a pas raison, une lutte politique, il y a ce qu'on appelle à court, moyen et long terme. Nous, aujourd'hui, nous avons pris une position. Cette position, certes, est minoritaire pour les Maliens parce que la majorité de nos concitoyens est manipulée, c'est-à-dire que c'est la manipulation de la masse laborieuse, mais progressivement, les Maliens comprendront. Parce que quand ils vont imposer, je sais qu'ils vont voter ce référendum à la soviétique, voilà, le oui et non c'est pareil. Maintenant, après, ça ne va pas changer le problème de fond, ça ne va pas changer le problème d'accord d'Alger, ça ne va pas changer le problème de l'insécurité, ça ne va pas changer le problème de délestage, ça ne va pas changer le problème de l'employabilité des jeunes. Le Mali est sale, Bamako est sale, et puis les régions, beaucoup de régions ont des difficultés et les caisses sont vides. Et tout ça, ce n'est pas un oui ou non qui va régler ça. Il faut un autre remède. Donc c'est pour cela que j'ai dit,
qu'il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est comment maintenant mettre les Maliens ensemble. Oui, maintenant, Issa Kaougi, vous êtes en train de faire une analyse de politique. Et c'est vrai, si on essaye de voir aussi les politiques, l'ancienne opposition qui aujourd'hui aussi est en exil. Je pense à Tiema Iber Koulibaly, Boubou Sissé, l'opposant de tout le temps, Omar Marikou aussi en exil. Qu'est-ce qu'il faut entrevoir? Est-ce que la liste va s'allonger? Les opposants peut-être en exil? Cette question doit être posée aux autorités de transition, puisque c'est eux qui nous forcent à partir ou à nous amener en prison ou à nous faire taire de gré de force. Ceux qui vous refusent même une conférence de presse, ils sont prêts à tout. Moi, j'ai compris ça. Mais nous avons estimé que nous n'avons pas le droit de décevoir. Mais nous n'allons pas aussi, vous m'excusez l'impression, d'une façon irresponsable, nous jeter à leur merci. Mais nous marchons sur des œufs. Nous allons apprécier, bien mesurer nos propos, tout en restant lucide, mais tout en restant dans le fond. Parce que des questions de fond que nous posons aujourd'hui, les hommes avertis le savent. Mais progressivement, les Maliens vont s'interroger. Issa Kaougi, je voudrais savoir encore si vous dites que le président de la transition peut être candidat. Est-ce que pour vous, s'il est candidat, déjà, il y a un boulevard qui est ouvert, il sera... Non, ça crée jurisprudence. Il n'est pas bon. Quelles conséquences politiques? Non, vous savez, je suis quand même membre fondateur du M5 RFP. Ils ont dit qu'ils sont venus parachever une liste. Moi, mais j'ai eu à dire à son temps, je ne vais pas revenir sur ça, que c'est la lutte du peuple. Ils ont parachevé, on était d'accord sur ça. Donc je mettais comme si l'insurrection de 90 contre le dictateur de Moussa Traoré. Maintenant, après, progressivement, ils ont eu le temps de prendre la réalité du pouvoir et de changer, comme il se plaît à dire, de paradigme et de narrative. Maintenant, on nous a amené chez Poutine, et tout ce que Poutine nous a amené, c'est quelques tonnes de blé. Bon, donc, voilà. Donc, le reste là, je ne vais pas m'aventurer sur ça. Mais, en dehors de ça, il n'y a rien. Parce qu'aujourd'hui, le pays est coincé, le pays est bloqué. Et donc, eux, ils n'ont rien à nous offrir. Et pour eux, maintenant, ils pensent que, bon, ils vont surfer sur la popularité qui est quand même limitée dans le temps. Parce que le M5 a eu à faire son temps où il était vraiment sur le boulevard tout écouté. Mais après, maintenant, ils sont venus avec ce processus de manipulation de sortie du 14 janvier et pour parler de souveraineté retrouvée, souveraineté ceci, souveraineté cela. Mais est-ce qu'un pays souverain, je dis bien un pays souverain, au lieu d'aller dilapider de l'argent au stade du 26 mars, Bamako ne mérite pas cette saleté? Et deux, les jeunes aujourd'hui sont désœuvrés, ils ne savent même pas où aller. Les grandes écoles sont fermées, nos hôpitaux sont en grève. Et dans nos régions, il y a toujours des menaces, des boycottés. Et tout ça sans compter l'insécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps qu'on se ressaisisse? Quand je dis se ressaisir, tout le monde. Il ne s'agit pas seulement des autorités de transition. Il faut se ressaisir, tout le monde. Pour qu'ensemble, nous puissions trouver les vrais remèdes à notre problème. Parce que vouloir dire que qui soutient les autorités de transition sont les bons Maliens, ceux qui ne sont pas d'accord avec sont des apatrides, ce débat-là, c'est fini. Ce slogan-là a perdu tout son sens, ça ne fait plus mouche, parce que les Maliens aujourd'hui ont faim. Les Maliens sont dans l'insécurité. Bamako est sale, les jeunes n'ont pas d'emploi, il y a l'insécurité de tout bois, parce que l'insécurité n'est pas seulement physique. Quand vous n'avez pas d'emploi, l'emploi précaire, c'est de l'insécurité. Vous regardez aujourd'hui le monde paysan, aujourd'hui ne sait même pas où aller. Et donc, tous ces problèmes aujourd'hui, on est en train d'occulter, on nous parle de oui ou non, alors qu'à un moment donné, on ne nous parlait que seulement de mandat de munissement. Pourtant, on n'en parle plus. Donc, ils sont toujours dans un registre pour endormir la masse collective, d'oublier les vrais problèmes. Donc, c'est pour me résumer, je pense que le plus important pour le Mali et tous les Maliens, les autorités de transition doivent mettre balle à terre pour l'intérêt du peuple malien. Ok, Issa Kaougi, votre front, est-ce que vous allez encore davantage vous mobiliser, le front? Est-ce que vous pensez... Nous avons déjà gagné l'entrée en matière. Parce que déjà, cette conférence de presse annonçait une grande activité. Et puisque a été bloquée donc, par les autorités de transition qui ont donné en tout cas instruction, parce que c'est les dits du directeur de Besoins Aînés, que ça n'aura pas lieu. Donc, il ne m'appartient pas sur ce plateau dévaler ce qu'on devrait faire. Mais nous avons une réunion demain qui décidera la suite
de ce combat démocratique et républicain. Parce que pour nous, nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates et nous pensons que nous avons la vérité. Et la vérité finira par triompher. Parce que ce que nous voulons pour notre pays, c'est la stabilité, c'est la paix, c'est des institutions démocratiques, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, c'est de permettre aux Maliens de se mettre ensemble pour avancer et faire en sorte que le Mali émerge. Mais nous ne sommes pas dans la logique vraiment de valider un régime kaki. Vous n'êtes pas dans la logique de valider un régime kaki, hein, vous faites référence aux militaires. Est-ce que vous avez l'impression, même si même si on sait que vous êtes un front contre le référendum, est-ce que vous avez l'impression que les conditions sont réunies pour, je parle de conditions techniques pour le référendum? Mais rien n'est réuni. La preuve en est qu'on avait dit, ils ont tellement violé les lois électorales, des ordonnances qui contredisent les lois, il n'y a pas d'habilitation, on fait tout ce qu'on veut, personne ne parle, parce que les Maliens ne savent pas dans la grande majorité le jeu institutionnel. Bref, mais vous avez vu aujourd'hui, j'ai posé une question que vous n'avez pas répondu, que moi je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il y aura des élections à Kidal? Kidal fait partie du Mali. Si on est souverain, il y aura forcément des élections à Kidal. Donc cette question, je n'ai pas la réponse. Vous parlez à Gao que la société civile est en train de menacer ce référendum. Il y a des grandes parties dans la région du centre où l'insécurité est plus que vraiment difficile à accepter. Et donc, tout ça, ces cartes sécuritaires, il revient aux autorités de transition de dire la vérité. Je n'ai pas ces données, mais en tant que Malien qui vit, qui j'ai mes propres connexions, je pense que aujourd'hui, en tout cas, je suis très sceptique. Ok, et l'imama aussi, hein, qui entend se mobiliser, hein, toujours sur la question de la laïcité. Est-ce que vous avez l'impression que ce référendum constitutionnel divise les Maliens? Plus que divisé, vous savez, j'ai été 5 ans membre du bureau exécutif du Haut Conseil islamique du Mali. J'ai été pendant 20 ans directeur de centre de formation coranique, donc je connais le milieu. Il y a eu une légitimité réelle. Vous avez été aussi porte-parole, là. Bon, je voudrais m'abstenir de ça. Oui, le tressage et l'éclairage. M'abstenir de cet aspect. Okay. Mais c'est pour dire que je connais le milieu. Je ne confonds pas la religion et les hommes, à un moment donné, qui ont la charge de ce sacerdoce. La religion est très sensible. La religion, c'est extrêmement sensible. C'est des questions extrêmement sensibles. Je pense que ce qui est important, la religion doit aider à fédérer, à aider les autorités à la quiétude, à la stabilité. Mais aujourd'hui, si on utilise les uns contre les autres pour un oui ou non, cela montre jusqu'où nous sommes dans une situation extrêmement sensible. Donc pour moi, cette question, je ne vais pas me donner la réponse, mais j'estime aujourd'hui que jusque-là, il faut plus de sagesse. Parce que la religion, c'est vraiment un domaine très sensible, extrêmement sensible. Je pense que tout le monde doit mettre le sien pour qu'on puisse aller à l'essentiel. Parce que cette question de laïcité, un parti politique, le système jacobin que nous avons, ne peut que parler de laïcité. Oui. Alors que nous, on fait souvent référence à Kouroukan Fouga, il y a une contradiction. Puisque Kouroukan Fouga, il y avait le religieux, avait un rôle, était dans la gestion de l'affaire de l'État. Et si on fait une lecture de 1904, de la séparation de l'Église de l'État laïque de la France, ça, on ne peut pas nier que c'est l'héritage colonial que nous avons dans notre Constitution. Si c'est l'expression laïcité qui pose problème, mais changez le mot. Parce que si l'État doit jouer un rôle pour que les religieux ont un rôle à jouer, doivent être acceptés dans l'espace public, alors c'est doit être la volonté du peuple. Pourquoi ne pas remettre cette question à un référendum, en dehors même de la Constitution, qui va trancher la question? Mais si on utilise les moyens de l'État pour faire croire que la laïcité ne pose pas problème à la Constitution, mais c'est faux, ça pose problème. Ça pose problème. Parce que la France est un pays judéo-chrétien. La France, les fêtes qui sont là-bas, qui sont célébrées, c'est des fêtes chrétiennes et juives. Et les musulmans qui sont là-bas, soit on leur donne tout simplement de repos, mais il n'y a pas une fête musulmane en France. Pourtant, il y a des fêtes chrétiennes en France. Il faut être très, très, très regardant et sensible. Aujourd'hui, on dit des choses que, oui,
dans les lieux où on peut parler, je ne vais pas citer des endroits où les gens peuvent prier. La question n'est pas que les gens peuvent prier ou ne pas prier. La question, c'est sur deux choses fondamentales. Que les hommes politiques ne le disent pas pour des raisons de ne pas se fâcher avec l'Occident. Parce que ça veut dire quoi? Les moyens de l'État, c'est les citoyens. Et les citoyens sont majoritairement, écrasante majorité des citoyens sont des musulmans. C'est leur taxes et impôts. Et on dit dans les écoles, on peut lire Molière, on peut savoir l'histoire de Molière, mais on n'a pas le droit de comprendre la vie de Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, pour les musulmans. C'est quand même inacceptable. Et on dit au même moment que dans l'administration, que bon, l'État est laïque. Je vais vous donner un exemple. On a eu des gens, à un procès, les gens ont dit Allah Akbar, on les a menottés. Et comment voulez-vous que ces gens-là ne s'opposent pas à ce contenu-là? Parce que c'est des Maliens, c'est des croyants. Mais au Mali, il n'y a pas un problème entre musulmans et chrétiens animistes. Les gens vivent en intelligence, en cohabitation. Maintenant, la constitution n'est pas liée à 5 ans, à 10 ans, à un président fut-il de transition. La constitution, c'est pour toujours. Et donc, si c'est le cas, il faut qu'on puisse se comprendre. Parce que le mot laïcité, si ça ne pose pas de problème, nous-mêmes nous avons dit qu'on est souverain. Mais si on est souverain, trouvons l'expression qui nous convient. Un compromis. C'est tout. Et si laïcité veut dire qu'on doit respecter les musulmans, on doit respecter les chrétiens, on doit respecter les animistes, mais ce n'est pas la tradition qui a mené ça. De tout le temps, on vit en intelligence cohabitation. Maintenant, si on fait des réformes, disant que j'ai entendu dire qu'il y avait l'ancienne constitution, il y avait la laïcité, mais l'ancienne constitution aussi interdit de faire des coups d'État. Pourtant, on a fait des coups d'État. Il faut qu'on sache garder raison. Si vous changez de constitution, tout le monde profite de ce changement-là pour revendiquer ses droits. Donc pour moi, je pense que les musulmans ont raison de rejeter la laïcité. C'est votre opinion? Ça, c'est mon opinion personnelle. Voilà. Sur le sujet. Oui. Issa Kaoudjima, parlons maintenant de la transition. Parlons du bilan de la transition. Est-ce que pour vous, au-delà du référendum constitutionnel, la transition a un bilan? Peut-être que à l'heure du bilan, qu'est-ce qu'on peut présenter aux Maliens? Bon, ils ont pu quand même faire redémarrer l'ancien terrain de 1955, qui s'en félicite, même si c'est 1955. Donc ça peut-être c'est leur bilan. Le train? Oui, le train de Bamako-Kaï de 1957, pour prouver que ça va durer pendant quelques mois. Bon, ça c'est leur bilan. Vous avez même un moment caricaturé, vous dites que le train, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est un terrain coton-coton. Donc maintenant ils ont pu mettre ça, ils sont là à dire que le terrain a repris. Ça c'est leur bilan. Et voilà, de pouvoir remettre le terrain. Maintenant pour combien de temps, on verra. Maintenant, s'il y a un autre bilan, Bamako est sale, le Mali est sale, il n'y a pas de courant. S'il y a un autre bilan, les jeunes n'ont pas d'emploi. S'il y a un autre bilan, les Maliens sont plus que jamais divisés. S'il y a un autre bilan, partout dans le pays, tout le monde se plaint, il y a la vie chère. S'il y a un autre bilan, il y a un recul démocratique. S'il y a un autre bilan, je pense que la seule chose qu'on peut nous dire, on a payé des armements. Bon, maintenant, est-ce que ces armements qui ont été payés aujourd'hui, on peut dire que ces armements-là ont permis de réduire l'insécurité? Je ne pense pas, parce qu'il y a plus d'écoles fermées, il y a plus d'administrations qui ont décroché, et donc il n'y a pas d'avancée aussi dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Moi, je pense qu'à tout point de vue, il n'y a pas de bilan, c'est pour cela qu'ils ne veulent pas partir. Ok, oui, il y a quand même, par rapport au délestage, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une réponse du gouvernement, par exemple le limogeage ou la démission, on ne sait pas. Mais c'est ça la réponse. Du ministre de l'énergie. C'est quel gâchis. Quel gâchis. Parce qu'on peut pas. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi d'écouter le peuple là? Parce non, ils n'ont jamais écouté. Non, en réalité, vous savez, c'est comme ça. Hein. Quand ça ne va pas à un moment donné, alors on essaie de trouver un bouc émissaire pour faire oublier momentanément le problème. Parce qu'une fois que le ministre est sacrifié, on va dire, bon, le nouveau qui va venir, il y aura le temps des installations. On n'a même pas mis un nouveau ministre comme un ministre des Finances, un ministère de souveraineté avec tous les problèmes, avec toutes les charges que ce ministère de Finances a, qui doit s'occuper de comment trouver les moyens, l'étude qui doit s'occuper aussi de budget à rectifier, et tout, et de nouveaux budgets à élaborer pour 2024, tout ça là. Et vous allez faire le ministre des Finances et intérimaire, le ministre de l'énergie, de l'eau et de l'or. Il y a un problème. Parce que vous savez que quand on fait installer
la culture de pouvoir kaki, personne ne peut contester. Est-ce que vous regrettez, vous, aujourd'hui, ce pouvoir kaki? Parce que hier, vous, Issa Koudjima, c'était vous qui chantiez les holos de ce pouvoir kaki-là. Et vous avez tiré à boulet rouge sur les politiques, sur la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les Maliens, parce que si quelque part, votre discours à un moment donné, les gens avaient du mal à comprendre, on pense même que par endroit vous êtes ambigu dans la démarche. Est-ce que vous demandez pardon au peuple malien? Mais je l'ai fait. Je l'ai fait sur ce plateau, je l'ai fait ailleurs. J'ai dit de bonne foi, j'ai dit de bonne foi, je me suis trompé. Parce que je l'ai dit, le temps m'a donné raison, que les autorités de transition nous ont habitués à dire ce qu'ils ne font pas, à faire ce qu'ils ne disent pas. Et donc moi-même j'ai été victime de ça. Et j'en ai payé au prix cher. Je ne regrette rien parce que je peux regarder les Maliens dans les yeux. Voilà, parce que de bonne foi, j'ai pris position, mais généralement, et à un moment donné, j'ai eu dans l'évolution de la transition 2, alors le narratif et le paradigme qui a été proposé, je l'ai dénoncé, on m'a mis en prison, on m'a destitué. Donc je pense que Est-ce qu'on peut dire que vous êtes la grande victime? Non, je pense que je suis le grand gagnant. Le grand gagnant politique. Vous avez mouillé le maillot, on vous appelait le numéro 10. Oui, et ensuite. La place de l'indépendance, c'était vous, les slogans, mobilisateurs, c'était vous. Oui. Après, cette lutte, c'était vous, Kaoudim. Et aujourd'hui, vous êtes hors circuit. Est-ce que quelque part, quand vous parlez, quand Issa Kaoudim parle à Issa Kaoudim, quel est le dialogue? Le dialogue, c'est que je suis cohérent. Très cohérent. C'était la lutte du peuple menée par le M5 RFI que nous étions. Et le CNSP est venu parachever. J'ai dit que c'est les bons arbitres. Ils viennent d'un corps neutre qui est l'armée. Et que l'armée pouvait mettre tout le monde d'accord, comme l'avait eu à faire à son temps, paix à son âme. Et donc, je les ai soutenus. J'ai servi même de pan politique pour les soutenir jusqu'au bout. Et quand le discours a changé, le narratif a changé, et j'étais dans mon devoir de sortir, dire ce que je pense, et j'en ai payé, comme je l'ai dit, j'ai été destitué, j'ai été mis en prison, mais je n'ai pas été mis en prison parce que j'ai volé, parce que j'ai détourné, j'ai été mis en prison pour mes opinions politiques. Et donc aujourd'hui, je suis retourné au camp de la démocratie et de la République, et tout en demandant pardon au peuple des erreurs que moi-même j'ai eu à commettre et de faire mon propre réaction. Est-ce que vous avez l'impression justement que ce peuple-là vous a pardonné et comprendre désormais que vous êtes dans une nouvelle logique, où vous êtes désormais un démocrate élu? Après une maladie, genre d'opération ou autre, ça prend du temps pour être guéri. Mais je pense qu'il faut du temps pour que la masse laborieuse puisse comprendre, parce que la politique aussi, c'est un peu ça. Moi, j'ai suivi une conviction sur la base des informations et des discours qui ont été tenus, qui existent. Et donc, si le narratif, le paradigme a changé, moi, je suis obligé de personne. Et je suis un Malien, je pense être libre de mes opinions. J'ai payé plus cher, donc je ne regrette rien. Je pense que le temps jugera si réellement le peuple m'a pardonné ou pas. Ok, Issa Kaoudim, est-ce que vous avez l'impression que ce pouvoir aujourd'hui, vous dites que c'est un pouvoir kaki, est-ce que ce pouvoir kaki, je reprends votre expression, a de l'avenir aujourd'hui? Mais nulle part dans le monde, ça ne peut avoir de l'avenir. Vous n'avez que deux choix. Vous allez jouer au président coréen, nord-coréen, et ça ne peut pas marcher ici. Ou alors vous allez jouer à Fidel Castro, ça ne marchera pas ici. Parce que chaque peuple a son histoire, son identité, sa culture et son évolution. Nous sommes un pays de droite, un pays libéral, un pays où les gens, parce que quand on dit libéral, les gens voient ça en termes de libéralisme, de colonialisme ou bien de capitalisme. Non. Quand vous regardez le Mali, vous parlez de 22 à 23 millions de Maliens. Mais l'État malien, le gouvernement malien, à travers l'État, les agents de l'État, il n'y a pas 500 000 employés de l'État, y compris les paramilitaires, tout. Alors les 22 millions vivent des activités privées. Soit c'est des opérateurs économiques, soit c'est des ouvriers, soit c'est le monde paysan, soit c'est... Secteur privé. Voilà, secteur privé. Oui. Donc tous ces gens, en dehors de ça, il y a un autre secteur qui est extrêmement bas, les Maliens de diaspora. Et tous ces Maliens de diaspora, 99% vivent dans les pays de l'Ouest. Soit directement de la France, des États-Unis ou des pays qui ont des affinités avec ces pays. Et toutes nos banques sont des banques capitalisées. Et donc nous, même les véhicules que nous avons, même le simple stylo que nous avons, mais ça vient des pays capitalistes. Donc nous, on ne peut pas s'affranchir de ça. Et la monnaie que nous avons, mais c'est fabriqué dans le pays de Molière.
Donc je pense que nous avons, si nous voulons être nous-mêmes, c'est un travail, ce n'est pas le slogan. Tout le monde veut être indépendant, tout le monde veut être libre, tout le monde veut émerger. Mais pour cela, il faut un pays uni, un pays fort, un pays qui développe l'intelligence, un pays qui développe le leadership, mais un pays qui valorise aussi l'excellence. Mais aujourd'hui, vous m'excusez l'expression, c'est le moins que rien, les abrutis politiques, des gens qui, excusez-moi l'expression, vraiment je suis désolé de m'exprimer comme ça, mais des gens comme ça qui aujourd'hui on leur donne des rôles dans des niveaux qu'il ne faut même pas imaginer dans des pays qui se respectent. Et avec ça, nous allons où? Donc nous pensons... Vous êtes inquiet pour l'avenir du Mali Mais tout bon Mali est inquiet. Parce qu'il n'y a pas de voix. Et regardez, à un moment donné, on va vous dire, ministre va partir, ne partira pas. À un moment donné, votez oui ou non, dimanche, certains vont jusqu'à dire que si vous votez oui, vraiment, ils disent des expressions que je me respecte pour ne pas prononcer. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les Maliens ont peur de l'avenir du Mali. Et donc, le Mali ne peut pas échapper. Ok. Pour vous, les Maliens s'inquiètent de l'avenir du Mali. Pour vous, quelle est la solution? Mais la solution miracle de vous. Il n'y a pas de solution. De votre front. Non, ce n'est pas notre front qui a la solution. Ce n'est pas les autorités de transition qui ont la solution. C'est l'ensemble, tous les Maliens, sur une démarche collégiale, mais une démarche patriotique. Nous sommes dans la difficulté. Voilà la nature de la crise. Comment résoudre cette crise? Cette crise-là n'est pas aller prendre un bulletin rouge ou blanc ou noir, non. C'est justement comment créer les conditions des institutions fortes. Et les institutions fortes, nous n'avons jamais eu. Nous avons eu des hommes forts. Et ces hommes forts font leur temps, ils disparaissent. Une fois qu'ils disparaissent, c'est lui qui vient, lui aussi, il amène le même schéma. Et pour sortir de ça, cette transition devrait être tout simplement le passage qui allait permettre de corriger pour que plus jamais le Mali ne tombe de travers. Et malheureusement, la crise s'est accentuée, s'est exacerbée. Alors, mais je pense qu'il y a une solution, elle n'est pas miraculeuse. La solution, c'est que les autorités de transition reviennent, de mon point de vue, à l'orthodoxie politique, qui est tout simplement de créer des conditions, bien qu'ils aient fait cette constitution à mesure de leurs intérêts, de renoncer à leurs intérêts, qu'il y ait des élections civiles, je dis bien civiles, démocratiques, et que eux là, ils arrangent leurs effectifs à aller dans les casernes, et que celui qui vient, s'il y a des lacunes dans cette constitution qu'ils vont imposer, il peut démocratiquement appeler le peuple malien et à essayer de trouver un compromis autour de ce papier. Okay. C'est tout. Issa Kaoudjima, si vous avez en face de vous le président de la transition en audience, 5 minutes devant le président de la transition, qu'est-ce que vous lui direz? Mais je lui dirais que ce que tout bon Malien dira. Il écoute la voix de la raison sans être prétentieux pour le salut du Mali. Et la voix de la raison, qu'il organise des élections civiles et qu'il parte. C'est ça qui est le bon message et c'est ce qui est bon pour lui, pour le pays. Parce que je vais vous dire quelque chose. Après les deux événements, ce qu'on appelle, ce qu'eux-mêmes ils ont dit quand le CNSC est venu, le parachèvement de cette lutte. Oui. Après maintenant, le processus dit de rectification qui a mis fin au régime de Bandao, entre guillemets. Mais après ces deux situations passées, après les sanctions, après les 2 ans, 3 ans de transition, et si lui, il ne veut pas partir, politiquement, quel avenir institution nous pouvons avoir bien? Parce que ça va créer une jurisprudence qui n'est pas bonne. Oui, mais Issa Kaoudjima, ici les politiques, les grands partis qui accompagnent, donc finalement il n'y aura pas d'opposition. Et puis peut-être que dans un mouvement d'union nationale, le président, il peut y aller. Non, il ne peut pas aller parce qu'il n'est pas président. Il est président de transition, venu par les armes. Il faut qu'on se dise la vérité, même si tu vas au-delà de ça, tu vas en prison, mais il est venu par les armes. Si c'est un jeu démocratique, là où il est, il ne peut pas l'être. Donc il ne faut pas qu'il confisque le pouvoir. Qu'il gère la transition et partir. C'est ça le salut. Aujourd'hui, pour brouiller les pistes, on dit maintenant, c'est des pros ceci, c'est des pros cela. Non, nous sommes pros de personne. Pas du tout. Non, nous pensons qu'il faut accepter toutes les voix s'exprimer et que dans la contradiction jaillit la lumière. Et pour nous aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'essayer de mettre les Maliens ensemble pour une solution.
quand une crise est multidimensionnelle, ne peut pas être résolue par un oui ou non imposé par les tenants du pouvoir en utilisant les moyens de l'État. Parce qu'au sorti du dimanche, là, le lendemain, mais rien ne changera. Bamako restera sale. Les délestages vont continuer. L'insécurité va continuer. Les écoles resteront fermées. La vie chère va continuer. Et maintenant, quel sera cette énergie-là va servir à quoi? Va servir tout simplement à eux de dire que la nouvelle constitution lui permet, lui, d'être candidat aux élections présidentielles. C'est pour cela que les affidés le soutiennent parce qu'ils vont continuer à profiter. Et c'est pas bon. Ok, Issa Kaoudjima, nous sommes pratiquement, je dirais même à la fin de l'émission. Vous avez 2 minutes, caméra, face caméra, c'est-à-dire votre caméra, vous pouvez regarder votre caméra, je pense que c'est oui. Les Maliens vous regardent. C'est quoi le message? Issa Kaoudjima, les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur vous regardent ce soir. Adressez-vous aux Maliens votre message. Le message, c'est, je ne vais pas être prétentieux. Nous sommes tous des Maliens. Notre vivre ensemble est entamé fortement dans tous les domaines. Nous pensons aujourd'hui que le président de transition doit jouer son rôle d'arbitre, de reprendre la main, d'appeler tous les Maliens, et la crise est réelle, et qu'ensemble, en Maliens, tous les Maliens ont des raisons, ce qui nous unit plus important de ce qui peut nous diviser, de transcender ces difficultés, d'aller à l'essentiel. Personne n'a intérêt que le Mali soit disloqué. Donc, celui qui peut aujourd'hui sauver le Mali, après Dieu et je suis croyant, c'est le président de transition. De ne pas écouter ceux qui veulent profiter de la situation, mais de voir l'intérêt du Mali. Aucun Malien ne peut être contre le Mali. Nous n'avons pas les mêmes approches, ni les mêmes façons de voir, mais nous sommes tous convaincus que le moindre mal, c'est le régime démocratique et républicain. Et l'ordre kaki n'a pas d'avenir dans ce pays-là. Donc si je me permets, je pense que le président de la République doit en faire référence. Les sages évitent les problèmes, mais les hommes intelligents se mettent ensemble pour résoudre le problème. Et le problème malien est multidimensionnel, mais c'est ensemble que nous pouvons trouver la solution. Donc ensemble, avec son leadership aujourd'hui, vraiment de mettre les Maliens ensemble, on sort vraiment de cette situation de bipolarisation, de pour ou contre. Nous sommes tous pour le Mali. Donc le Mali qui nous met ensemble, qui nous unit, et doit être le socle qui peut rassembler tout le Mali. Comme dit notre devise, un peuple, un but, une foi, je pense que ça peut nous fédérer et aller ensemble. Sortons de la bipolarisation, oui ou non, ce sont là les derniers mots de notre invité Issa Kaoudjima, qui ce soir revient avec un nouveau vocabulaire, le pouvoir kaki. Issa Kaoudjima, merci, c'était un plaisir de partager cet entretien avec vous. C'est moi. Et c'est toujours un immense et réel bonheur et plaisir de me retrouver avec Djeliba, qui est une référence, qui, malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut être considéré comme obstacle, joue son rôle d'apporter sa contribution à cette démocratie que vous qualifiez de jeune démocratie. Mais vous avez un rôle, cette boîte, qui fait la fierté des Maliens, établie à l'intérieur comme si à l'extérieur, qui permet de distribuer la parole à tout le monde. Et c'est à travers ça que les Maliens comprendront que personne n'est contre le Mali, personne n'est opposé au vivre ensemble, mais ensemble, on peut aller loin et ensemble, on peut réussir. Et je dis bravo, Djeliba TV. Merci Issa Kaoudjima, c'était un plaisir toujours